retour du chat. Coucou. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 29 du coup. Je reviens pour introduire le vlog hebdomadaire en espérant que je sois un petit peu plus sérieuse sur cette semaine. J'ai lu quelques trucs dont je voudrais vous parler. J'ai avancé la lecture du Roi en jaune, il me reste ça. Sauf que si vous voulez arriver à partir de la 5e nouvelle, je crois, on passe sur autre chose. On n'est plus dans le Roi en jaune. En gros, le Roi en jaune, c'est une pièce de théâtre qui existe dans cet univers, qui a été écrite par je ne sais plus qui, et qui rend fou les gens qui la lisent. Ça veut dire qu'il y a, je crois, 2 actes. Et le premier, ça va, et si on lit le deuxième, eh bien, on finit très très mal. Et donc, il y a ce côté fantastique qui est très repris par Lovecraft. Et jusqu'à tout ce qu'il y avait autour de ces nouvelles du Roi en jaune était plutôt intéressant, avec des défauts, mais je vais y revenir. Mais c'était plutôt intéressant, il y avait en tout cas l'ambiance, etc., horreur et tout, qui était plutôt chouette. Et là, je sais pas dans quoi je suis tombée, mais j'ai lu une nouvelle d'une 50aine de pages qui se passe à Paris pendant la Première Guerre mondiale, où des gens se font bombarder, je ne sais pas dans quoi je suis tombée. Donc c'est pas explicitement dit, je crois, que c'est le Roi en jaune et autres nouvelles, donc je sais pas trop si je vais continuer, quand je vais continuer, parce que je vous avoue que je me suis un petit peu ennuyée sur cette nouvelle de 50 pages et que la suivante fait autant de pages. Donc on va voir. Toujours est-il que j'ai lu les nouvelles concernant le Roi en jaune et qu'elles étaient plutôt intéressantes. Je vais prendre mes notes pour vous en parler parce qu'il y en a certaines que j'ai lues il y a un petit bout de temps. Donc on est sur 5 nouvelles. La première s'appelle Le restaurateur de réputation et je vous en ai déjà parlé. Donc c'est cet homme qui a pour travail, je pense qu'on peut dire, de restaurer les réputations des gens et qui est assez bizarre. On va être dans ce champ lexical autour de la folie, de la chute dans la folie petit à petit, de la paranoïa, de l'horreur en fait. C'était assez bien fait parce que le personnage principal est de plus en plus confus au fur et à mesure que les pages avancent et je trouve que le rendu était plutôt pas mal. Finalement, le seul défaut, si on exclut le côté racisme et sexisme, c'est que c'est pas non plus hyper immersif. On reste assez extérieur, contrairement à Lovecraft, où je trouve qu'on est assez facilement embarqué dans l'histoire et on ressent assez facilement l'horreur, l'angoisse et où on devient presque participant de tout ça. Là, on reste assez extérieur, je trouve. La deuxième nouvelle, ça ressemblait un petit peu à une espèce de réécriture du conte de Blanche-Neige. C'était un peu bizarre avec, voilà, pareil, c'était un peu dans le même délire. À chaque fois, dans chacune de ces nouvelles, on parle de la pièce Laurent jaune et un ou plusieurs des protagonistes l'ont lu ou vont la lire au cours de la nouvelle et ça va voilà, faire basculer un peu l'histoire. Et la deuxième était plutôt pas mal, mais c'était pas non plus, c'était pas ma préférée. La troisième, le signe jaune, c'était intéressant parce qu'on est encore une fois dans le même contexte, c'est-à-dire qu'on a un contexte très commun en termes de personnages, c'est que c'est souvent des artistes, que ce soit des peintres, des sculpteurs, et on a souvent le côté artistique qui est assez présent. La troisième, si elle avait des gros défauts en termes de relation entre le protagoniste masculin et la jeune femme de l'histoire, parce que on est sur ce genre de relation paternaliste un peu gênante, on va pas se mentir, de ce personnage masculin qui a vu grandir la jeune fille et qui finit par coucher avec elle et c'est toujours un peu malaisant de lire ça. C'était plutôt pas mal, par contre, en termes d'ambiance, c'était assez bien réussi. Il y avait toute la thématique de l'onirique et du rêve qui revenait, qui était un peu moins présente dans les autres, et qui était assez bien exploitée, avec ce côté peut-être un peu rêve prémonitoire. Enfin voilà, c'était plutôt pas mal fait, même si, encore une fois, je vous le dis, et c'est valable pour toutes, je trouve qu'on est assez extérieur et ça fait pas non plus franchement peur. Donc vraiment, on est sur l'inspiration de Lovecraft. Je vois exactement ce qu'a pu trouver Lovecraft d'intéressant et le reprendre parce que c'est des choses qu'il utilise, il y a des procédés qu'il utilise, mais lui, il ajoute ce côté beaucoup plus immersif qu'il n'y a pas ici chez Robert Chambers. Et autour de la quatrième nouvelle, c'est pareil, on est encore une fois plongé dans ce contexte autour du roi en jaune qui est toujours omniprésent et du côté rêve et ne plus savoir dissocier la réalité du rêve, un côté un peu paranoïaque, etc., qui encore une fois est assez intéressant, assez bien mené, qui pour moi était la meilleure en termes de procédé et de finalité, qui était peut-être la plus immersive, je pense, et qui était assez intéressante. Il y a plus de présence du religieux dans celle-là, et c'était plutôt pas mal. Et enfin, la cinquième nouvelle, c'est pareil, enfin c'est pareil, c'est un peu, encore une fois, dans la même idée, même s'il n'y a pas d'évocation, je crois, du roi en jaune de manière directe, mais on est dans ce côté où on se perd dans la brume et on ne sait pas si on a rêvé ou pas. Il y a des signes qui nous laissent penser qu'on n'a pas rêvé, mais en même temps, il y a
pas grand-chose, et c'est difficile de savoir, si c'est notre cerveau qui a interprété pour inventer un rêve ou si c'était pas un rêve, en fait. Et c'était plutôt intéressant aussi, ça se passe en Bretagne, c'était assez drôle et voilà, ça c'est les 5 nouvelles qui sont plutôt pas mal en termes d'horrifique, d'horreur, assez intéressantes sans être transcendantes, avec, toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexisme, des personnages féminins, très inutiles, très neuneux, très nunuches, qui comprennent pas grand-chose, qui s'excusent, qui sont là pour faire à manger, qui sont là pour rassurer l'ego des hommes. Enfin voilà, ça c'est je vous le dis tout de suite, hein, le racisme aussi qui est présent, concrètement. Mais sinon, si on parle purement d'ambiance, c'était assez intéressant sans être transcendant, voilà. Et après, on est passé à une petite série d'espèces de petites nouvelles, toutes petites, très courtes, qui étaient presque plus, on aurait dit, des espèces de poèmes un peu. Et puis voilà, vraiment très très courtes, qui étaient plutôt intéressantes d'ailleurs en termes de procédé d'écriture, qui avaient des choses assez bien faites et bien menées, avec un côté très mystérieux qui était plutôt pas mal. Et puis ensuite, on est passé finalement à ces nouvelles dont je n'ai pas compris l'intérêt. Donc il y a La rue des 80, voilà. Et puis qui en fait est le début des autres nouvelles qui ne font pas partie, je pense, du Roi en jaune, puisqu'on retrouve des personnages. Donc ça a l'air d'être sur une espèce de ligne temporelle qui est un peu mélangée. Et donc la suivante se passe, je pense, avant la première. Enfin voilà. Bref, ça m'a pas convaincu des masses, mais bon, je sais pas, on va voir. Je vais voir si je vais continuer ou pas. En tout cas, c'était intéressant. Les premières nouvelles étaient intéressantes d'un point de vue purement, voilà, pour comprendre l'origine de l'inspiration de Lovecraft et puis pour comprendre certaines choses qu'on peut retrouver chez Lovecraft et même en termes de procédés, ça reste assez intéressant. Donc c'est tout pour ça. J'ai attaqué hier avec Emmeline, La mer de la tranquillité d'Émilie Saint-John Mandel que j'ai reçu en SP. J'en suis à un peu plus d'un tiers puisque je crois qu'il y a moins de 300 pages et que j'ai lu 114 pages. Donc j'en suis à 2400. Donc dans ce livre, on va se retrouver sur des chapitres, enfin pas des chapitres, des parties dans différentes temporalités. La première, c'est le début du XXe siècle. On suit un jeune noble qui s'est concrètement fait exiler par ses parents pour des prises de position politiques que les parents n'approuvaient pas et qui va se retrouver au Canada et qui va vivre une expérience très particulière puisqu'il va être au pied d'un cèdre, je crois, très très vieux, très voilà, dans la forêt, et il va entendre des violons, il va se réveiller en bord de plage et en fait c'est le départ un peu de toute cette histoire. Ça en vous en dit beaucoup et pas beaucoup en même temps parce que finalement c'est ce qui se passe un petit peu dans le résumé si vous voulez. Et c'est un petit peu ce qui met en place la nouvelle. Ça veut dire que ça pose les bases déjà du ton de l'écriture parce que le ton est excellent, très ironique, très cynique, très dans la dénonciation de plein de choses. Ce premier chapitre est très intéressant, notamment en termes de dénonciation du colonialisme. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et bah, en fait, la suite des parties va enchaîner sur ce même schéma. Et à chaque fois, on saute un certain nombre d'années, une centaine, voire 200 ans, je crois, pour la troisième partie. Et on avance avec ce point commun. On a des points communs en fait entre les parties et les siècles que je vous laisserai découvrir et qui sont vraiment, vraiment très bien faites. J'aime énormément l'écriture de l'autrice parce que je trouve qu'elle a une écriture qui est pas simple, c'est-à-dire que, en tout cas dans sa trame narrative, c'est pas simple. Ici, c'est plus linéaire, par exemple, que dans Station Eleven, mais ça reste assez complexe. Il faut que vous pouvez pas être totalement passif. Vous devez, votre cerveau se doit de faire les liens et vous devez être un minimum actif pour pouvoir comprendre et suivre. Et moi, j'aime bien ça parce que finalement, on vous prend pas tant par la main que ça et c'est plutôt intéressant et ça change. C'est pas si souvent le cas qu'on vous demande de faire de faire des inflexions, oui, des inflexions, on dit. Bref, de faire des rapports entre les choses de vous-même et que tout ne vous est pas donné, même si on est d'accord, hein, ça reste guidé, ça reste très très clair, mais voilà. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice. Chaque partie a son petit lot de dénonciation, que ce soit le colonialisme, que ce soit le sexisme, notamment je pense à la dernière partie que je viens de lire autour du fait d'être une femme et d'avoir un enfant et d'avoir une vie professionnelle. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. J'ai très très hâte de continuer. C'est ce que je vais aller faire juste après d'ailleurs. Parce que j'accroche totalement en fait à l'écriture de cette autrice et à ce qu'elle a à raconter. Et j'ai très envie de savoir aussi cette espèce de petite part de fantastique, ces violons qui apparaissent, disparaissent, résonnent, un peu fantomatiques comme ça,
que sont-ils, d'où viennent-ils et que se passe-t-il. J'aime beaucoup le côté un peu SF puisque après on est en 2200 et là le prochain chapitre, enfin la prochaine partie c'est 2400 et donc il y a ce côté un peu futuriste SF aussi de voilà de d'autres de colonies extraterrestres, donc de colonies sur d'autres planètes ou d'autres satellites, je ne sais pas exactement et c'est très très chouette. Donc bref, je vais continuer cette lecture, je vous en reparlerai, mais sachez que j'adhère vraiment à cette autrice, à son écriture, au ton qu'il y a dans ses livres et à sa vision des choses, parce que je trouve qu'elle a une vision qui est peut-être pas si courante que ça, hein, notamment dans Station Eleven avec tout ce post-apo centré autour de l'importance de l'art, des liens entre les humains via l'art, que ce soit la musique ou le théâtre. Et ici aussi, on sent que c'est assez important, tout ce qui va concerner voilà, la réflexion humaine, sociologique, l'écriture notamment. On a un personnage d'autrice par exemple. Et voilà, donc bref, on en reparlera. En tout cas, sachez que j'adhère et j'ai très hâte de continuer. Et du coup, en parallèle, j'ai attaqué Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand. J'ai lu, je ne sais pas ce que ça représente, un tiers à peu près un tiers hier. Ça se lit super vite, hein. C'est du jeunesse, c'est je crois médium chez l'école des loisirs, ça doit être 10 ans peut-être ou 11 ans. Donc c'est vraiment une lecture qui se lit très facilement. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien? C'est une très très bonne lecture. On va suivre le personnage de Rohan qui a 13 ans je crois et qui va, comment vous dire, qui va être envoyé par sa mère chez son oncle qui habite sur une île en Bretagne, seul et qui, enfin en tout cas, elle ne le sait pas au début qu'il est seul, mais il est seul. Et parce que en fait, elle est tellement omnubilée par la natation synchronisée qu'elle ne travaille plus à l'école et sa mère est un peu inquiète, donc elle l'envoie chez son frère, donc chez l'oncle de Rohan. Et quand elle débarque, elle découvre que son oncle non seulement vit dans le trou du cul du monde, mais en plus il est absolument tout seul. Il vit dans un phare un peu délabré qu'il bricole lui-même sur une île coupée de tout hein, puisqu'il n'y a pas de réseau, enfin il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Et elle va devoir prendre un peu son parti de tout ça parce que elle n'a pas tellement le choix et qu'elle est censée passer toutes ses vacances d'été à cet endroit-là. En parallèle, on suit évidemment l'oncle qui s'appelle, alors il a un prénom peut-être un peu breton que moi je ne connaissais pas, Kierzik. Je ne sais pas si on dit Kirzik ou Kierzik, qui a un secret, on le sent très rapidement, on le comprend très vite, a un secret. Le secret est dévoilé très très vite dans l'histoire, mais je ne vais pas plus vous en dire parce que ça n'est même pas dit dans le résumé. D'ailleurs, c'est un très bon résumé, je trouve. On n'en dit vraiment pas beaucoup. Mais on sait qu'il y a un secret autour de son oncle, autour de cette île. Et il y a un côté, je vous le dis, fantastique, qui est très chouette. Donc je suis très contente parce qu'il pourra rentrer sans souci dans mon Cocorico Challenge, vu qu'il y a vraiment un côté fantastique. Et c'est très très chouette, c'est très bien écrit, vraiment j'adore. Je trouve que le personnage de Rohan, donc qui a 13 ans, est extrêmement bien faite parce qu'elle est dans toutes les problématiques liées à son âge, qu'elle pourrait être jugée agaçante, mais qu'elle est suffisamment subtilement construite pour qu'on la comprenne et pas tomber dans le versant insupportable de la préadolescence. Donc elle est vraiment vraiment très convaincante, très bien faite. Elle a ce petit côté drama queen du préadolescent qui est génial, qui est très bien fait, très bien mené, hyper intelligent. Elle est curieuse, elle est vive, elle a vraiment, enfin vraiment, elle est bien quoi. C'est vraiment un bon personnage de préado. Je suis vraiment avec elle et je comprends en fait. Je suis en empathie avec elle, même si je me rends bien compte qu'elle voit les choses sous un prisme un petit peu déformé. Mais je comprends et j'arrive à me projeter à son âge, à sa place et à me dire que j'aurais sûrement réagi plus ou moins de la même façon. Donc vraiment très bien réussi, le personnage de l'oncle est hyper intéressant parce que c'est clairement un solitaire qui n'aime pas tellement les autres humains, qui n'est pas très à l'aise avec les gens et du coup il se retrouve avec cette nièce, voilà, il est pas hyper ravi mais la mère de Rohan est apparemment un personnage très fort et très convaincante et il n'a pas tellement eu le choix. Et il y a ces liens qui vont, je pense, petit à petit se tisser. C'est un trope que moi j'aime énormément, ce trope de voilà l'adolescent pré-ado qui est envoyé dans la famille, loin de tout et qui ne connaît pas forcément la famille chez qui il va. Et les liens qui vont se nouer et qui vont se tisser. Et c'est un trope que j'adore, qui fonctionne très bien ici, qui est hyper bien mené. On sent le côté assez engagé de l'auteur derrière tout ça parce que, eh bien voilà, typiquement, quand on va décrire le personnage de Rohan, on va dire qu'elle était plus grosse que sa mère au même âge. C'est l'oncle qui la regarde. Et on sent bien que c'est neutre comme manière de parler. C'est grosse et réutilisé à dessein pour être
déchargé de son côté péjoratif. C'est juste une constatation et ça n'est ni bien ni mal. Et il dit, je crois, elle est plus grande et plus grosse. Enfin voilà. Et bref, et je vois bien ce qu'a voulu faire l'auteur à travers ça et à travers différentes choses qui peuvent être dites dans le roman et que je trouve intéressante parce que c'est une manière de se réapproprier un langage qui aujourd'hui est utilisé de manière très péjorative, négative, pour juger, pour comparer. Et là, c'est pas le cas en fait. On est vraiment avec cet oncle qui a un regard très neutre, qui lui-même a ses propres, voilà, ses propres problèmes et ses propres particularités, qui n'a pas un regard du tout jugeant. Et, et c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, j'aime bien comment c'est fait, j'aime bien le fait que le physique soit pas forcément extrêmement développé, voire même très très peu. On a assez peu de descriptions physiques. On sait juste que Rohan est racisé comme sa mère. Kierzig, quant à lui, ne l'est pas parce qu'en fait, c'est des demi-frères, demi-sœurs, donc ils n'ont pas la même mère, je crois. Enfin voilà. Et ça apporte juste ce qu'il faut pour qu'on puisse se représenter les personnages dans leur diversité et dans leur particularité, sans pour autant que ça soit un stéréotype de personnage, et chacun peut voir ce qu'il veut, en fait, et imaginer le personnage comme ils l'entendent, et c'est très bien. Donc j'en suis un petit peu au début, voilà, et ça reste on pose les choses, mais ça se lit très bien, c'est intelligent, c'est bien écrit. Le seul défaut finalement que je trouve à ce livre, c'est qu'il a été imprimé en bleu. Alors c'est un bleu relativement foncé. Le problème, je pense que c'est les personnes qui ont des problèmes de vue. Ça sera peut-être pas évident. Je préfère vous prévenir si vous avez des problèmes de vue que c'est feuilletez-le pour voir peut-être, parce que c'est pas écrit si gros que ça peut-être. Et c'est imprimé en bleu. Donc je ne sais pas, à vous de voir. Je préfère vous prévenir au cas où. Mais sinon, c'est vraiment très, 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 très bon. J'étais très contente de me lancer dedans et je vous le recommande vraiment vivement. Et très bonne littérature jeunesse, je pense. Je vais le continuer, je vous en reparlerai. C'est typiquement, en fait, je pense, la tranche d'âge qui m'intéresse le plus en jeunesse. Voilà, c'est tout, je pense, pour le moment. J'ai avancé Mille pertuis de Juliette Evenot, qui est une excellente lecture, mais je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai terminé, parce que je tourne depuis déjà bien trop longtemps. Donc voilà, je n'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui, je n'ai rien reçu, rien, voilà, rien de particulier. Donc je vais vous laisser avec ça. Et puis on se retrouve demain, c'est pas sûr, mais mercredi du coup. Bisous. Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi. Au final, je peux vous faire un point, donc je vais vous en faire un. Ça va être relativement rapide, je pense. Hier, je suis allée récupérer et j'ai entamé le dernier volume de Capitale du Nord, donc L'armée fantoche. On a lu un chapitre avec Pénélope hier soir pour l'entamer, mais il faut qu'on le lise sur cette semaine puisque c'est l'Explora Livre du mois d'octobre et que nous sommes toute fin octobre, donc on va se faire ça cette semaine pour être à peu près à jour pour le live. Donc je n'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que de toute évidence, Amalia n'est plus aussi susceptible et a beaucoup plus d'humour et ça fait du bien, ça fait plaisir, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Soit, nous verrons bien, on va en reparler. J'ai aussi terminé, enfin lu, deux mangas. J'ai lu le tome 8 de Frieren puisque maintenant j'ai le 9 et le 10, je sais plus si je vous l'ai dit dans ma palle puisque mon frère me les a offerts, mais je me rappelle plus ce que je vous ai dit ou pas. C'était très très chouette, j'en ai profité pour regarder l'animé, j'ai regardé le premier épisode de l'animé et c'était très cool, c'était très beau, très doux. Je me souvenais plus que le premier épisode était aussi triste, entre guillemets, un peu mélancolique. Et voilà, mais du coup le tome 8 ne l'est pas du tout. On est sur un de ces tomes où il y a plusieurs aventures et on avance un petit peu dans la quête des personnages. Donc c'est chouette puisqu'on a eu pas mal de tomes précédemment qui étaient sur un seul événement. Là on a plusieurs aventures dans un tome. Donc moi j'aime beaucoup beaucoup Frieren pour ça. Je trouve qu'il y a une variation de rythme qui est très intéressante et qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que ça ne s'étire pas en longueur. Donc là, on a retrouvé certains personnages. Enfin, c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai enchaîné avec ça que j'avais emprunté en médiathèque. Donc c'est Le Renard et le Petit Tanuki, où on va suivre un espèce de renard qui était plus ou moins, je pense, un démon, quelque chose comme ça, et qui, pour être puni, a été transformé en renard un petit peu inoffensif avec ce collier qui l'empêche, qui bride ses pouvoirs. Et il a la charge du petit Tanuki qui a aussi des pouvoirs magiques. Et c'est un tome 1 qui est somme toute assez introductif, même s'il se passe quand même quelques trucs. C'est très très mignon en termes de dessin, moi j'aime beaucoup, ça a ce côté très... Voilà, c'est très joli. Donc c'était chouette, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'était introductif quand même. Et puis j'ai apprécié, mais à voir pour la suite, j'emprunterai la suite puisqu'il y a plusieurs tomes à ma médiathèque. J'en ai profité pour réserver le tome
8 et 9 de minuscules ou 9 et 10, je ne sais plus. Bref, donc ça j'irai le chercher la semaine prochaine et on en reparlera. Autrement, dans mes lectures en cours, j'ai un tout petit peu avancé là où règnent les baleines, mais pas tant que ça, puisque j'ai lu beaucoup avec Emmeline, La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel, que j'ai terminé, qui était une excellente lecture. Dans la mer de la tranquillité, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on va être sur plein d'épisodes à travers les siècles. Et donc jusqu'à enfin, là où je me suis arrêtée quand je vous en ai parlé, on était sur la montée, donc ça donne un peu une impression de rythme un petit peu en montagne russe, dans la mesure où on a cette espèce de montée qui va être assez lente, assez étirée, même en termes de temporalité, c'est très long, à chaque fois il s'écoute plusieurs siècles, donc c'est vraiment sur 1000 ans que ça se passe. Et sur la deuxième moitié, une fois qu'on est en haut, ça descend à fond et ça fait des loopings et ça vous surprend et tout prend place et tout devient cohérent, compréhensible et c'était tellement bien écrit. Comme le soulignait Emmeline quand on en a parlé, et je suis d'accord avec elle, c'est un de ces rares livres qui parle de voyage dans le temps, mais qui est cohérent et où on comprend et où ça a du sens. Et c'était super bien fait. J'ai adoré cet ouvrage. Je vous déconseille fortement de le lire en le comparant à Station Eleven. Station Eleven, c'est beaucoup plus... c'est typiquement un livre qui pourrait être adapté en film où il se passe plein de trucs, où il y a plein de personnages qui vont se croiser, où il y a pas mal d'actions concrètes. Là, c'est pas tellement ça. C'est beaucoup plus méta. C'est vraiment le regard de l'autrice. C'est comment vous dire? C'est l'histoire qui se regarde, qui s'explique et qui parle des rouages de l'histoire. Je vais avoir du mal à vous expliquer parce que c'est assez complexe pour mettre des mots sur ces sensations que j'ai ressenties, mais il y a plein de moments en fait où des personnages dans l'histoire, je pense au personnage d'Olive, que je vous laisserai découvrir, qui est une autrice de post-apo, va parler de l'écriture et va parler de l'histoire. Et ça parle aussi un petit peu, quelque part, de Station Eleven. Et j'ai trouvé que le personnage d'Olive, typiquement, était sûrement très inspiré de l'expérience d'autrice d'Emily St. John Mandel, à mon avis, je le pense. En tout cas, je l'ai vécu suffisamment fort et je l'ai ressenti suffisamment vrai, sincère et réel pour avoir l'impression que c'était du vécu. J'ai sélectionné 2 passages que j'aimerais vous citer, que j'ai trouvé absolument incroyables. Après, à vous de voir. Moi, j'ai trouvé ça incroyable en tout cas. Mais tout cela soulève une question intéressante, reprit Olive. Et si c'était toujours la fin du monde? Elle marqua une pause théâtrale. Devant elle, le public holographique était d'une immobilité presque totale. Parce que nous pourrions raisonnablement considérer la fin du monde comme un processus continu et sans fin. C'est absolument génial ces réflexions. Et il y en a un autre que j'ai trouvé très bon et qui vous permettra peut-être de voir ce que je veux dire quand je dis qu'il y a un côté très méta à la chose. Quand nous examinons la question du pourquoi maintenant, déclara Olive le lendemain soir devant un public d'hologrammes différents, pourquoi ce regain d'intérêt pour la fiction post-apocalyptique depuis une dizaine d'années? Je pense que nous devons considérer ce qui a changé dans le monde durant ce laps de temps, et cette piste de réflexion me conduit inévitablement à notre technologie. Au premier rang, un hologramme frissonnait bizarrement, signe que le spectateur avait une connexion défectueuse. Pour ma part, je suis convaincue que si nous nous tournons vers la fiction post-apocalyptique, ce n'est pas parce que nous sommes attirés par le désastre en soi, mais parce que nous sommes attirés par ce qui, dans notre esprit, risque fort de se produire. Nous aspirons en secret à un monde moins technologique. Il se passe des choses, il y a une histoire, il y a une trame narrative très bien menée, très intéressante, qui m'a franchement surprise. Alors est-ce que c'est parce que j'étais tellement à fond dedans que je ne l'ai pas vu venir, ou est-ce que vraiment c'est hyper bien mené? Mais je ne l'ai pas vu venir. Et on a en même temps ce regard sur l'écriture, sur le post-apocalyptique, sur ces processus d'écriture et sur la narration, etc., qui est hyper intelligent, mais j'ai adoré le fond, j'ai adoré la forme, j'ai adoré l'histoire générale de la chose et tout le sous-texte derrière qui était génial, toutes les questions féministes qui étaient posées, notamment avec le personnage, encore une fois, d'Olive, qui typiquement est en tournée de dédicace pour son dernier livre, qui n'est pas sans rappeler Station Eleven, et qui a des questions absolument déplacées. Il y a une femme à un moment qui lui dit il est bien gentil votre mari de s'occuper de votre fille pendant que vous faites votre tournée de dédicace, et elle répond ah pardon, je pense que j'ai mal compris votre question, j'ai cru que vous me disiez qu'il était gentil de s'occuper de son propre enfant. Et il y a vraiment tout ce sous-texte féministe, intelligent, et il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres questions qui sont abordées bien évidemment, et je vous parlais par exemple de la question du colonialisme, qui est incroyable, avec des personnages qui sont tous très attachants, tous très vrais,
tous, il y a vraiment il y a vraiment des belles émotions en fait dans ce livre. C'est vraiment vibrant. C'est un texte qui sincèrement, et pourtant je vous garantis que je suis assez peu sensible en général à ce genre de choses, qui est vibrant par l'humanité qui s'en dégage, par la profondeur des émotions qui sont décrites, par la manière dont les personnages interagissent, par un certain personnage qui va vouloir aider les autres alors que c'est pas son rôle et qu'il est pas là pour ça et qu'il a une mission, etc. Et c'était beau, quoi. C'était beau. Humainement, c'était beau, c'était riche, c'était fort. Enfin, l'écriture était incroyable. Le cynisme, les points de cynisme, les points d'humour noir, les points de dénonciation étaient toujours très justes, très bien amenés au bon moment. Enfin, tout était vraiment très bon pour moi. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer un livre, évidemment, bien entendu, mais je j'ai du mal à concevoir qu'on puisse reprocher le rythme du livre qui pour moi est absolument nécessaire. Cette longue première moitié pour moi est nécessaire à la constitution de la résolution, est nécessaire à la compréhension des personnages, des enjeux, de l'histoire. Enfin, pour moi c'est parfait, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Le livre fait moins de 300 pages. En moins de 300 pages, tout y est, tout est où il faut, comme il faut, quoi. J'ai été absolument convaincue, vous l'aurez compris, je m'emballe beaucoup, mais c'est vraiment ce genre de livre qui me fait ressentir des belles choses et j'adore ça parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas si souvent. En général, je reste assez hermétique, même si je comprends certaines situations et certaines émotions des personnages. Il est rare qu'elles me touchent comme si c'était quelqu'un en vrai, alors que dans la réalité, je suis très très empathique. Mais c'est vrai que dans les livres, j'ai cette espèce de barrière de fiction qui fait que j'ai toujours conscience malgré tout que les personnages ne sont pas réels, même si leurs émotions sont réelles et que des gens les ressentent évidemment, bien entendu, mais et là, j'étais avec eux et je comprenais, je ressentais et j'étais touchée par ces personnages. Bref, excellente lecture pour moi, je vous recommande très vivement. Je vais me pencher sur, je crois que c'est l'Hôtel de Verre, oui c'est ça, qui est cité dans cet ouvrage. Donc je pense qu'effectivement, sans être directement lié, il y a des petites choses qui font référence et c'est mieux de lire, je pense, les trois pour comprendre un petit peu l'ensemble de la chose. Toujours cette omniprésence et cette importance de la musique et de l'art qui existe ici et qu'on avait beaucoup eu dans Station Eleven. Ici, c'est plus léger, mais c'est quand même là et c'est important puisqu'on a aussi une autrice, donc une écrivaine. Donc, vous voyez, il y a quand même des thématiques récurrentes et je serais très très curieuse de lire L'Hôtel de Verre. Je me renseignerai s'il est encore édité, s'il est trouvable, chez qui, comment, etc. Mais vraiment, vraiment, je vous recommande vivement cette lecture. Je n'y allez pas en le comparant à Station Eleven. Allez le lire en vous disant que c'est autre chose, que c'est différent et que ça n'est on propose pas et on n'a pas les mêmes ambitions avec celui-ci qu'avec Station Eleven, je pense. Et les deux sont très très bons en fait dans leur genre et je suis convaincue par cette autrice qui va rentrer dans mon petit panthéon personnel d'autrices de très très grande qualité, vraiment. Bref, donc lisez-le, si vous le pouvez. Bref, sinon, bah voilà, c'est tout, je vous ai tout donné. J'ai avancé mon défi lecture, mais encore une fois, je ne peux pas vous en parler. Et puis, je vais commencer demain la lecture de La Galaxie vue du sol avec The Riddler, et j'ai très 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 hâte. Et puis, voilà, je voulais me faire un petit livre spécial Halloween, mais si j'ai pas terminé ça, ça sera pas le cas parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup de lectures en cours. Donc, je ne sais pas, nous verrons bien. Je vous en parlerai peut-être demain ou ce soir, que sais-je. Je suis pas une grande fan d'Halloween en soi, j'aime bien l'ambiance et j'aime bien lire des livres qui font résonance avec la période, mais c'est pas non plus une fête que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à ajouter, je vais aller terminer tranquillement mon défi lecture qui est très halloweenesque et je vais aller essayer de terminer ça puisque ça se dit vraiment très très vite. Je vous fais des gros bisous et on se dit à plus tard. Coucou, on est jeudi soir et comme vous le constaterez à la luminosité douteuse, je vous fais un point à l'arrache parce que j'ai réalisé que je n'ai pas filmé hier, je n'ai pas filmé aujourd'hui parce que j'ai été trop occupée et demain je ne pourrai probablement pas filmer puisque je vais à Toulouse. Donc il faut bien que je fasse un point à un moment ou à un autre. Tant pis, on va faire avec. J'ai attaqué ceci avec The Riddler, on a lu, il y a plein de marque-pages parce que j'ai découpé mais on a lu ça en fait. Et là, le reste, c'est les autres parties à lire. Donc, on a lu 140 pages sur 300 et quelques, 325. Voilà. Et c'est hyper intéressant puisque ici, on va se retrouver dans une espèce
d'auberge multi-espèces pour tous les gens qui pourraient passer dans le coin. Et on va retrouver un personnage qu'on connaît déjà, qu'on a évoqué pas mal dans le premier volume. Et on retrouve un personnage, mais sinon c'est des personnages nouveaux, aucun n'est humain. Et si vous voulez, ils vont plus ou moins se retrouver un peu bloqués dans cette auberge pour des raisons X et Y. Et c'est très très chouette, et c'est vraiment du Becky Chambers comme on l'aime, puisque on va se retrouver avec des personnages qui sont tous de différentes espèces, qui sont tous très différents, autant dans leur manière de communiquer que de vivre, que de tout ce que vous voulez, et qui ont tous des métiers différents, enfin voilà, qui vont interagir et discuter et échanger, et il se passe pas grand-chose, et en même temps, c'est ce qu'on aime chez Becky Chambers, je pense, c'est ce qu'elle fait de mieux. Enfin, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, parce que c'est très condescendant comme façon de dire, mais c'est ce que j'aime, moi, chez Becky Chambers, c'est quand il y a des échanges entre ces personnages, parce que c'est toujours, toujours hyper intéressant, hyper bienveillant. Ça permet de faire plein de parallèles avec notre société sur la manière dont on échange au sein d'une même espèce, mais avec des cultures différentes, et comment on peut ne pas être capable de ménager les autres, de se ménager soi, d'être voilà, dans une communication positive, et Becky nous montre la voie. Donc bref, j'ai pas grand-chose à en dire en soi, parce que j'ai à peine commencé finalement, enfin vous me direz, à peine, je ne sais pas si à peine c'est le mot, mais il se passe pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à raconter en termes d'histoire à proprement parler, c'est vraiment les échanges qui font le tout de ce livre pour le moment. Et c'est ce que j'aime, et je suis ravie de le lire, et c'est vraiment une petite pause de douceur, de bienveillance, de tout ce que vous voulez dans la vie, de manière générale, je pense. Et qu'est-ce que j'aimerais retrouver plus ça dans les livres, mais soit. Donc, c'est très très chouette, je suis très contente, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, voire peut-être terminé, vu mon rythme en ce moment de prise de vue. Sinon, j'ai aussi attaqué ça, et je vous en ai déjà parlé, je crois, je sais plus, avec Pénélope, on a lu, ça paraît pas beaucoup, mais ça se lit assez bien. Donc, le troisième tome de Capitale du Nord. Et je peux enfin dire avec grand plaisir que j'apprécie Amalia dans ce tome, parce que enfin elle a arrêté d'être susceptible, déjà, ce qui fait le plus grand bien pour moi. Elle a de l'humour, elle rigole, et même si tout n'est pas rose, elle est beaucoup mieux que ce qu'elle était pour moi avant. J'aime beaucoup cette Amalia-là, en tout cas de ce que j'ai pu en lire à présent. Jusqu'à présent, il est tard. Bref, donc je suis très contente. Ça démarre très bien. Ça recoupe des événements qu'on a pu voir dans le troisième tome de Capitale du Sud, mais qui ont été vite fait évoqués parce que c'était pas le propos et le cœur de Capitale du Sud. Et là, c'est développé. Donc ça, c'est très chouette. Je suis vraiment dedans. Je sais pas très bien où ça va pour le moment. C'est encore le début. On est encore vraiment dans l'installation de la résolution. Et je suis très contente de voir l'évolution d'Amalia, qui est pour moi très très positive. Et j'ai hâte et envie de savoir où ça va aller. Donc voilà, on en reparlera bien entendu, je vous en donnerai un avis sans trop en dire bien évidemment, mais j'ai hâte de continuer, donc je vais continuer ça demain avec Pénélope. Et sinon, j'ai presque terminé, mais toujours pas officiellement terminé, non puisqu'il me reste ça, Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand, qui est toujours aussi chouette, qui est toujours une aussi bonne lecture, que j'aime énormément pour tout ce côté très très inclusif, même si les personnes... Enfin, il y a peu de personnages, hein. Concrètement, on voit assez peu de personnages, certains sont évoqués, mais il y en a peu physiquement présents. Mais ça reste assez inclusif, et ça pose quand même pas mal de choses. Ça réfléchit à pas mal de choses sur la manière dont les gens sont perçus, décrits, etc. Mais je vous en ai déjà parlé. Et j'aime beaucoup. L'histoire de fond est très chouette, parce qu'elle est un petit peu comme tout ce que je lis en ce moment, j'ai l'impression. Mais elle pose pas mal de questions en fait sur la manière dont on perçoit et traite autrui. Et c'est hyper intéressant. Je ne sais pas très bien où on va, en sachant que j'ai presque terminé et que j'ai l'impression que l'intrigue n'est pas du tout terminée. Mais on va voir. Écoutez, ça se lit très très bien. C'est bien, c'est vraiment très bien écrit. Je suis assez convaincue par l'écriture de l'auteur. Donc voilà, j'ai très envie de savoir comment ça va se résoudre. Ça m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose de moins fantastique, en tout cas de moins fantasy. Et finalement, ça allait pas mal. Donc c'est plutôt cool. Et c'est surprenant.
Donc bref, pareil, on en reparlera. C'est un point qui va être assez court parce que je suis éclatée et que je ne sais plus ce que je dis. J'ai continué en parallèle en numérique Millepertuis, mais j'ai assez peu avancé parce que j'étais assez fatiguée ces derniers temps. Mais c'est toujours aussi, c'est vraiment une très bonne lecture Millepertuis. C'est vraiment une lecture qui est très particulière, avec à la fois ce côté hyper intéressant de l'écriture qui est vraiment d'une très très grande qualité, et en même temps ce côté totalement déjanté, décalé de l'histoire, avec toutes ces sous-thématiques et ces thématiques qui sont abordées, que ça soit, je ne sais pas moi, des trucs très communs comme les règles par exemple, mais aussi bah voilà, le rapport entre les femmes, les rapports intrafamiliaux, enfin ça aborde plein de thématiques et c'est trop chouette. Et avec cet aspect vraiment totalement décalé, déjanté, qui est hyper surprenant et que j'aime énormément, ça fait partie pour moi des livres qu'on pourrait ranger dans la catégorie chelou des livres parce que c'est vraiment bah, différent, avec ce traitement des sorcières qui est assez différent parce qu'il est à la fois comment vous dire, à la fois il y a ce côté hyper puissant des sorcières qui se cachent mais qui sont super puissantes et super fortes, et en même temps cette magie qui est assez prosaïque, qui est assez voilà, autour des fluides corporels, enfin il y a quelque chose de très engagé, je trouve, dans ce récit qui est hyper intéressant et qui peut être aussi, je pense, très intéressant à lire quand on est ado, pré-ado, parce que la manière dont sont traités les personnages, parce que quand même le personnage principal est jeune et les personnages qui gravitent autour, à part la mère et les figures plutôt maternelles, sont tous et toutes assez jeunes. Et du coup, ça aborde des thématiques très proches de l'adolescence et très proches bah, des préoccupations des adolescents et des adolescentes. Et pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment bien mené, avec des personnages adolescents qui ont des côtés peut-être parfois un peu agaçants, et parfois on n'est pas d'accord avec leur choix, mais en même temps, c'est hyper cohérent et c'est hyper logique, et on comprend leur motivation, et on comprend que voilà, c'est des choix qu'on aurait pu faire au même âge, et à plusieurs reprises, la narration rappelle que bah, beaucoup de mauvais choix sont faits par des jeunes personnes, des préados et des enfants, sont faits aussi parce qu'on a tendance à cacher des choses aux enfants et à pas leur expliquer pourquoi, à pas expliciter pourquoi il y a certaines règles, pourquoi certaines choses sont interdites, en quoi c'est dangereux, et que cette absence d'information claire, précise, donnée, fait que bah, ça peut amener les enfants à vouloir tester les limites par eux-mêmes, découvrir et faire des bêtises. Alors que si ça avait été explicité, s'il n'y avait pas eu ce côté très mystérieux autour de certains interdits, eh bien, bah, voilà, il y aurait peut-être eu ça qui serait rentré dans la balance au moment de faire certains choix et voilà, d'aller vers certaines choses. Bref, je vais pas trop en dire, mais j'ai trouvé que c'était très chouette la manière dont c'était mené, et je suis très d'accord avec ça. D'ailleurs, quand on est enseignant, on apprend à toujours expliciter le pourquoi du comment, et à ne jamais faire apprendre quelque chose à des enfants sans expliquer l'intérêt de cet apprentissage, parce que ne pas donner de sens aux apprentissages, aux règles, etc., bah, l'ensemble de ce que peuvent apprendre des jeunes et des enfants, bah, ça les vide l'intérêt de la chose, et ça perd son sens. Et si ça perd son sens, il n'y a pas de raison de le retenir, de le comprendre, etc. Vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Je crois que je ne suis pas extrêmement claire parce que je suis pas dans mon état le plus frais, comme vous pouvez le voir. Mais bref, Millepertuis, très très bonne lecture. Vraiment, je trouve de manière générale que Gallimard propose de très très chouettes lectures jeunesse, avec pas mal de choix francophones en fait, d'autrices et d'auteurs et d'autrices. Beaucoup d'autrices de ce que j'ai pu lire, mais c'est parce que moi je m'intéresse peut-être plus à ça, mais francophone, donc c'est très très cool. Et voilà, je suis très, très contente de lire ça, et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, je ne pense pas pouvoir filmer demain parce que je pense qu'on va partir tôt et pas forcément rentrer très tôt, et quand on va rentrer, bah voilà, il y aura sûrement plein de choses à faire et je sais pas si je pourrais vous prendre, donc peut-être que ça va être, on va switcher à samedi directement, et donc je voulais quand même faire un petit point parce que ça fait quand même 2 vlogs où je fais des gros trous dans la semaine, il faut pas déconner. Mais là je vais vous laisser parce que je sens mes yeux qui ont du mal à rester ouverts, donc je vous fais des bisous et on se dit à samedi pour clôturer ce vlog.
vendredi soir. Je vous avais dit hier que filmer serait compliqué, sauf qu'entre-temps, j'ai reçu quelque chose que je vais vous montrer. J'ai reçu un énorme colis qui n'était pas franchement attendu. Je vous montre l'intérieur puisque je l'ai préouvert. Voilà. Donc c'est un swap sauvage. Ceci est un swap sauvage. Alors je sais de qui ça vient puisque l'expéditeur était indiqué forcément sur le bon d'envoi. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de l'ouvrir ensemble. Donc il est méga tard, je sors de la douche, j'ai les cheveux tout mouillés. Tout est. Hein. Oh, trop mignon. Attendez, je vous la montre dans le bon sens. Oui, c'est comme ça. C'est une petite carte. Chère Lucie, bonjour, avec une petite abeille. J'espère que tu vas bien. Ici Natcha, mais tu t'en doutes peut-être. Oui, je t'avais reconnu. J'avais reconnu ton prénom. Tu vas rire, mais j'avais prévu ce colis un peu avant tes 1000 abonnés sur YouTube pour prévoir et finalement le temps passe vite. Avant tout, j'espère que ce colis te plaira. Ça me plaît déjà. Hein, je veux dire, je vais vous montrer après les emballages. Rien que ça déjà. Voilà. Tu peux bien évidemment partager les chocolats avec ta petite famille et je n'ai pas oublié Monsieur le chat grognon. Oh, c'est trop mignon. Ce colis est aussi pour te remercier pour le soutien que tu m'apportes, ta bienveillance et la personne que tu es tout simplement. Parlons colis. Je l'ai pensé comme un mini swap. J'ai vu ça. C'est pour ça aussi que je me suis dit qu'il fallait que je filme. Donc, 1. Ce n'est point une surprise, c'est un manga que toi-même tu m'as offert. Ah oui, on en avait parlé. Alors je vous montre les emballages. Absolument. Je suis désolée, il y a des reflets. Regardez comment ils sont trop beaux. Ils sont trop shiny et en plus c'est des plantes. Donc ça je sais ce que c'est puisque on en a parlé, puisque je lui avais offert un manga et que il a acheté la suite et que quand il a acheté la suite, il y avait le tome 1 que je lui avais offert avec, donc il m'a proposé de m'envoyer le tome 1 qu'il avait acheté. Et c'est le mari de mon grand frère de Gengoro ou Gengoro Tagame, je suis pas bien sûre de comment on prononce. Gengoro c'est plutôt à la française, de Gengoro Tagame. Donc aux éditions Akata, et c'est trop chouette puisque je me rappelle assez bien de quoi ça parle. C'est un manga qui va parler d'un japonais qui vivait au Canada, qui était homosexuel et qui est décédé, et le conjoint canadien va débarquer au Japon et va rencontrer le frère de son mari amoureux, etc., qui est décédé, et sa petite nièce, sa petite belle nièce, et apparemment c'est trop mignon et c'est tout doux. Et c'est trop chouette. Et voilà, donc j'ai très très envie de le découvrir. J'avais très envie de le découvrir, donc je suis très contente. Du coup, c'est l'occasion rêvée. Et c'est un chouette échange de mangas, de cadeaux. Enfin, c'est trop cool. Donc je suis très contente. Je vous en reparlerai très bientôt. Il va rejoindre ma petite collection. Et en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un manga qui se termine en 3 ou 4 volumes. Donc c'est très très bien. C'est un manga qui n'est pas à rallonge. Donc c'est absolument parfait. Je suis trop contente. Merci beaucoup. J'avais complètement oublié qu'on en avait parlé. C'est trop cool. Je suis trop contente. 2. Il me dit format poche, wishlist, folio SF enfant. Oh. Alors là, wishlist, ma wishlist étant... Oui, le petit chat est venu, il a senti qu'il y avait un truc pour lui. Je vais vous montrer après. La petite gâterie pour le petit chat. Enfant, c'est enfant qui me perturbe. Folio SF enfant. C'est le 2. Qu'est-ce que ça peut être? Franchement, je sais pas du tout. Tu te poses le chat? On va regarder. Franchement, je suis vraiment fan de ces pochettes. Ah, trop bien. Donc c'est Mes vrais enfants de Jo Walton que j'ai lu mais que je n'ai pas puisque je l'avais emprunté et je suis très contente de l'avoir parce que figurez-vous que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, Mes vrais enfants, c'est pour ça. Je suis très contente, c'est trop trop chouette. C'est une histoire de... un peu science-fiction mais pas franchement, où on va suivre une femme qui à un moment donné va devoir faire un choix dans sa vie et à partir de ce choix, en fait, sa vie va se dédoubler et il va y avoir les deux possibilités de vie qui vont coexister en fait. Et c'était une très très belle histoire. J'avais vraiment adoré, que j'avais trouvé ça hyper intelligent et j'ai pas dit Joe Dalton, vous remarquerez, mais j'ai bien dit Joe Walton. Et c'est très très cool, donc je suis très contente, merci beaucoup, c'est un très bon choix et c'est très très bien parce que figurez-vous que
ça ne va pas rentrer dans ma palle. Et ça, c'est cool. Donc c'est un livre que je voulais m'acheter, mais qui ne rentre pas dans ma palle. Ça, c'est vraiment le genre de cadeau, vous voyez, qui est parfait. Donc très cool. Je suis très contente. Je vous en ai parlé, je vous remettrai la vidéo où je vous en ai parlé si jamais vous voulez. Je me sens que j'avais été vraiment très émue et très touchée. Et il y avait des passages qui étaient... Enfin bon, alors après, c'est très subjectif, hein, ce qui est émouvant ou pas pour quelqu'un. Mais je sais que tous les passages où elle est plus âgée et où, voilà, c'est pas forcément facile pour, voilà, parce que c'est une vieille femme et que bah, tout le monde pense qu'elle perd la tête alors qu'en fait, ça commence comme ça, donc c'est pas un spoil, hein. Elle perd la tête pour tout le monde et en fait, c'est juste qu'elle se souvient de ces deux vies qui coexistaient et qu'elle se perd dans ces deux vies. Bref, excellente lecture, donc je suis très contente. Merci beaucoup, c'est un très bon choix. C'est une œuvre que je vous recommande, comme j'ai déjà dit, mais il est tard et je fatigue, donc vous ne m'en voudrez pas. Ensuite, 3 graphiques adaptés en série Netflix. Ah, alors ça, est-ce que ça serait pas Heartstopper? Alors attendez. Est-ce que ça serait pas Heartstopper? Parce que je sais que tu es fan d'Heartstopper, Natcha, et ça a été adapté en série Netflix, et c'est un graphique. Peut-être. Ah, c'est trop cool, c'est emballé, je vous ai pas montré, dans du tissu, qui sera bien entendu réutilisé aussi, puisque c'est tout l'intérêt de ce type d'emballage qui ne se jette pas, mais qui se réutilise, et c'est très chouette. Alors, je suis désolée, j'ai le chat sur les genoux, c'est pas évident. Oui, trop forte. C'est bien Heartstopper. J'ai vu énormément de bons retours et je sais que notre chat a adoré. Donc j'étais très curieuse de le découvrir. J'ai failli craquer une fois ou deux en passant devant et bah, j'ai jamais franchi le pas parce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que à ma librairie, ils étaient que en format collector qui était un peu plus cher et comme je savais pas si j'allais aimer ou pas, j'avais pas trop osé. Je suis très contente, c'est trop cool. Donc c'est parfait du coup. C'est très bien. Je vais le lire et je vais voir quelle tranche d'âge c'est, si c'est vraiment trop ado ou pas. Mais j'aimerais beaucoup le faire passer voilà, autour de moi parce que je sais que c'est très chouette et que bah, ça parle d'une relation MM et que c'est bien que ce soit représenté. Peut-être que ce sera l'occasion pour moi du coup de regarder la série Netflix. Je sais pas si Natcha tu l'as vu, dis-moi ça en commentaire ou sur Instagram. Bon, ça sera l'occasion. Je regarde très peu de séries, mais pourquoi pas après tout, si je lis ça, enchaîner avec la série. Donc on est sur des dessins assez simples, mais qui sont très jolis et très mignons. Et je suis vraiment curieuse. Donc je vous en reparlerai bientôt. Pareil, hein, l'avantage des graphiques, c'est que ça se lit rapidement et que ici en plus on n'est pas sur un format où il y a forcément beaucoup d'écriture. Donc c'est très bien, c'est ce que je préfère, hein, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, lire un graphique, c'est pas faire des pavés et des pavés. J'ai du mal avec les graphiques, avec des pavés et des pavés, parce que tout l'intérêt d'un graphique, c'est de jouer sur l'illustration et le dessin. Donc si tout est donné à l'écrit, c'est un peu dommage. Et là, c'est pas le cas. Donc, on en reparlera très bientôt. Je vais le lire très rapidement. C'est une certitude. Oula, tout tombe. Le chat s'étale. 4. Pas une surprise non plus, mais de toute beauté. Et ça, je pense que je sais ce que c'est. Et je crois que c'est une très grosse folie. Vraiment. Parce que c'est... Je vais vous montrer un... Je sais parce qu'on en a parlé en fait. Voilà, c'est un énorme pavé. Et je pense que c'est le collector de la quête des Willan qui est absolument magnifique. Et je suis trop contente. Parce qu'on en a parlé très récemment en fait. Et qu'il se l'est pris et qu'il m'a proposé qu'on se fasse une LC. Ça c'est vraiment une folie. Il est incroyable. Il est vraiment très beau. Je suis désolée, la lumière ne lui rend absolument pas justice. Donc c'est bien le collector de la quête des Willan de Pierre Bottero, publié. Je sais même plus chez qui c'est publié. C'est Rajo, je crois. Je suis complètement à côté de mes pompes. Rajo. Je suis complètement à côté de mes pompes. Ouais, il est vraiment très beau. Là, on rentre dans la période de Noël, donc la période des collecteurs incroyables. Et celui-ci faisait partie de ceux que je voulais vraiment. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai lu le tome 1 d'Elana qui était incroyable et que Juliette et Pénélope n'ont de cesse de me dire à quel point la quête des Willan c'est vraiment trop bien. Et j'espère qu'ils feront du coup les autres de la même saga. Donc c'est quoi après? Il y a la quête des Willan et après c'est les mondes des Willan. Et du coup Elana, j'espère qu'à terme ils feront tout en collector parce que ça serait bien.
Mais c'est vraiment... Ça, c'est ouais, magnifique. Il est vraiment très beau. Ah là là. Rien que lire les premières lignes, c'est incroyable. L'écriture de Pierre Bottero, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Je peux que vous recommander. On a un petit signé, j'avais même pas vu ici. Magnifique cadeau. Franchement, merci beaucoup. Je suis très très touchée de de toutes ces attentions, pas spécialement de celui-là, de l'intégralité du colis et voilà, c'est trop gentil, trop mignon, voilà, trop touchant et je suis très contente. Voilà, j'ai été plus que gâtée et il me dit en espérant que ce colis t'ait plu. Enfin, je veux dire, ça pouvait pas ne pas me plaire, hein, enfin. Donc je vous montre vite fait les petits. Ça c'est très bon. Et le petit chat, trop mignon. Le petit chat n'a pas été oublié. Il a sa petite gourmandise. Il va être très content parce qu'il est très très gourmand ce chat, n'est-ce pas? Il est sur mes genoux, vous le voyez pas, mais il est encore là. Voilà, on voit une oreille. Donc je vous montre l'incroyable colis de ce jour. Et on a de tout là. Hein. De tout, de tout. Franchement, je suis... Bon, bref, je sais pas, c'est compliqué de parler à sa caméra en remerciant sa caméra, mais je vais aller tout de suite écrire un Natcha dès que j'ai terminé ce plan pour le remercier autant qu'il se doit. Donc c'est très très cool. Merci beaucoup. C'est trop gentil, trop mignon et je suis très contente et très touchée de ces attentions et de cette surprise parce que je ne m'y attendais pas. Ça a été, quand je suis rentrée chez moi tout à l'heure et que j'avais vous savez, l'avis de passage parce que le colis est tellement énorme qu'il ne rentrait pas dans la boîte. Je me suis un petit peu interrogée parce qu'on avait parlé, Natcha m'avait dit qu'il voulait m'offrir la quête des Widan, ce que je trouvais déjà indécent étant donné que c'est vraiment un très très beau cadeau. Et donc je voyais pas ce que ça pouvait être un colis qui rentre pas dans ma boîte et donc c'était la très belle surprise du jour, voire de la semaine, voire du coup du mois entier puisque voilà. Bref, je m'égare. Je vais vous laisser pour ce vlog. Je pense que je vais pas refilmer, je vais pas rien rajouter pour cette semaine puisque j'ai avancé mes lectures mais pas suffisamment pour forcément trop avoir grand chose à ajouter et ça m'évitera d'avoir à clôturer demain. Vu que je suis là, autant en profiter pour clôturer sur une très très belle note. Donc je vais vous laisser pour cette semaine. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne me souviens plus du tout ce que j'ai filmé mais ça devrait quand même aller. Je remercie encore mille fois Natcha pour toutes ses attentions et sa gentillesse et toutes nos discussions, nos échanges, nos LC, les lives, tout, voilà. Donc sur cette fin un peu balbutiante, parce que je suis assez émue de tout cet amour et toute cette gentillesse, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!